Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité. Elle évolue progressivement, selon moi, vers son ultime perfection. Cette perfection, eh bien, c'est tout ce qu'on peut imaginer du paradis en somme. Un monde sans frontières, de paix universelle, de fraternité, où l'homme ne représente plus aucun danger, ni pour lui-même, ni pour ses congénères, ni pour la planète. Donc, un monde qui a résolu ces problèmes, finalement, ces problèmes pathologiques, ces pathologies, des pathologies qui découlent de notre transformation, de la transformation d'un primate naturel en un humain accompli. Pendant cette période, il était nécessaire que l'homme, que nous soyons tous porteurs de, finalement, de pathologies, de difficultés d'exister, parce que c'est pas évident. On a perdu le naturel instinctif que nos cousins primates, par exemple, possèdent dans l'organisation sociale, dans les relations humaines, enfin dans les relations entre individus, la façon d'éduquer, d'évoluer, etc. Tout ça, ça a été, c'est passé au niveau de la culture. C'est passé de l'instinct à la culture. C'est quelque chose qui se transmet, même si il reste encore de l'instinct dans l'individu, dans l'humain, mais c'est autre chose. Bon, bref, en gros, c'est une partie de ce qui fait que nous avons des difficultés d'éducation et que nous sommes porteurs à la fin de pathologies parce que ces éducations ont été n'ont pas été toutes favorables. Et je pense que rares sont les humains qui ont bénéficié d'une éducation parfaite qui leur permet de ne pas avoir de pathologie. Je ne crois pas que ça existe. Mais bon, peut-être dans des civilisations plus traditionnelles. Et voilà. Alors, en tout cas, il faudra se délivrer de ces problèmes pathologiques. Ça fait partie. Voilà, donc on construit le paradis. Alors, je vais reprendre la vidéo, l'audio que j'avais entrepris il y a 2 jours déjà, avec philosophie, à la table des négociations. C'est une réflexion sur la négociation et la contemplation, entre l'action et la contemplation. Donc je relance la vidéo et je Il y a un commente. point qui est absolument fondamental dans cette affaire, c'est l'apparition des ordres mondiaux, des franciscains et des dominicains, parce que ils essayent de négocier justement une sorte de retour à la cité de la part de ces personnes qui s'étaient plutôt écartées du monde, même si évidemment ils fréquentaient le monde, mais ils s'étaient écartés du monde. Et les dominicains et les franciscains... Il parle des moines, en fait, ceux qui voulaient s'éloigner de l'action, enfin de l'agitation populaire pour pouvoir se recueillir, pouvoir aller vers la spiritualité, se consacrer au divin et avoir la possibilité de penser. En réalité, il faut un certain calme pour pouvoir penser. Quand on est dans l'agitation, quand on est dans les problèmes, et on voit bien à quel point la société actuelle nous charge de ces problèmes pour pouvoir bénéficier de la totalité de notre disponibilité à travailler pour elle. C'est pour ça qu'elle ne nous laisse pas tranquilles. Le marché ne nous laisse pas tranquilles parce qu'il veut faire des esclaves, hein, tout simplement. Donc c'est une façon
en nous agitant du bocal, il nous empêche vraiment de pouvoir contempler, de pouvoir être tranquille, de pouvoir être en paix. Et c'est important de réfléchir à tout ça. Est-ce qu'ils vont prendre au sérieux cette mission de réévangélisation, en quelque sorte? Il faut accompagner l'évolution du monde et apporter la parole de Dieu dans ce monde qui change, y compris sur le plan économique. Oui. Et du coup, leur fonction même va changer. C'est-à-dire qu'on retrouve très souvent des dominicains, des franciscains qui, par exemple, jouent les hommes de paix pour régler des conflits internes à la cité. Et ils peuvent le faire à la fois parce que ce sont des hommes de Dieu, mais aussi parce qu'ils viennent d'ailleurs. Parce que justement, ce sont des personnes qui sont itinérantes et qui donc, à cet égard, peuvent avoir une autre vision, une vision extérieure par rapport aux conflits, par rapport aux problèmes, par rapport à tout ce qui peut générer des troubles dans la cité. Et du coup, cette fonction même-là modifie l'équilibre entre osium et négocium et modifie la notion même de l'osium. Et il est assez intéressant de voir comment, vous savez, chaque fois qu'on modifie une notion, on ajoute des spécificités. Ben oui. Donc, par exemple, les latins disaient l'osium cum dignitate, donc c'était un osium acceptable. Ce qui veut dire qu'il y a un osium qui est détestable. Qui est un osium digne, comme il y a un osium indigne. Alors, et donc, il y a un négocium digne, comme il y a un négocium indigne. Et de la même façon, pour parler de la question du profit que vous évoquiez tout à l'heure, il y a un profit digne et un profit indigne. C'est pour ça qu'on crée les monts de piété. Les monts de piété, en fait, légifèrent, régulent le profit acceptable, 5%, en gros. Et pour un catholique, on peut faire 5% de profit quand on prête. On ne peut pas faire plus. Parce que là, c'est quelque chose qui donc va au-delà de ce qui est acceptable. Donc, ce qui se passe, et là on est vraiment dans la négociation, c'est qu'à partir du XIVe siècle, vous avez constamment une sorte de négociation entre vie active et vie contemplative, osium et négocium. C'est très intéressant, parce qu'on part quand même de choses aussi bien dans la tradition grecque, romaine que chrétienne, où quand même c'est tendu entre les deux à une situation plus d'aménagement, en fait, des modes de vie. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité italienne? Alors, évidemment, il faut quand même rappeler, il y a des cités, il y a le premier républicanisme du monde moderne, c'est là-bas, en souvenir, bien entendu, de la République romaine, de Pise à Florence, en passant par toute Venise, qui sera la plus tardive, qui, je crois, mourra en dernier, je crois, de toutes les républiques. Oui, tout à fait. Au la fin du 18e. Ouais, encore plus tard, d'accord. D'accord. Donc, il y a quand même un rapport privilégié à la vie civique, l'idée du vir virtutis, de l'homme qui a des vertus de nature civique. Est-ce que c'est ça qui fait la spécificité italienne ou pas seulement? Alors, ce qui fait la spécificité italienne, c'est que vous avez deux choses qui sont assez fondamentales, qui se nouent, mais qui se nouent pas seulement en Italie, ça existe aussi dans l'Europe du Nord. C'est une proto-industrialisation qui permet une accumulation de richesses et donc des moyens, et donc par exemple un rapport à l'art qui est différent. Voilà. Alors justement, il me semble que c'est ce qui va bouleverser, et on le voit à travers l'art justement, entre la partie icône, c'est-à-dire le bas Moyen-Âge, et la peinture qui vient après, l'artiste commence à être rémunéré, à être célèbre, etc. On va vers l'ego, l'ego monte, alors que les moines qui fabriquaient les icônes, ils étaient dans une spiritualité, ils étaient dans le sacré les entourer. Et après, le monde, on voit qu'il commence à changer. Et là, il y a le business qui commence à rentrer, les voyageurs, Venise, toutes les grandes cités italiennes, et puis, mais c'est européen globalement, ça commence à aller vers la richesse, vers l'accumulation, etc. Et on passe du spirituel au matériel, d'une certaine façon. Et donc, on s'éloigne de la contemplation et pour aller dans l'action pure et dure. Et puis, par ailleurs, un type d'organisation de la communauté,
qu'on va appeler la République pour simplifier, et qui en gros est fondée sur la participation d'une partie de la population plus ou moins large qu'on va appeler les citoyens. Là aussi, il faudrait dire ce que c'est que le citoyen, ce que c'est que le peuple, mais simplifions. À partir du moment où vous avez ces deux choses qui se mélangent, vous avez aussi une négociation entre le sium et le négocium, puisque vous avez le couple libertas osium qui doit se recomposer. C'est-à-dire que la participation à la communauté et au gouvernement de la communauté doit aller de pair avec la capacité de s'écarter aussi de cette communauté pour faire ses affaires, par exemple, ou pour réfléchir, tout simplement. Je vous donne un exemple tout simple. Dans cette réinvention extraordinaire de la République, qui est la réforme institutionnelle de Florence en 1494, avec la création du Grand Conseil, on décide que siégeront au Grand Conseil, lieu de la souveraineté de la cité, lieu de la souveraineté de la République, incarnation de cette souveraineté, 3000 personnes. Ces 3000 personnes, elles travaillent en même temps. Mais oui. Donc, il faut concilier à ce moment-là la possibilité de donner du temps à la communauté et de continuer à assurer son travail à la boutique. Donc forcément, il y a une revalorisation même de ce quotidien où il y a du profit, où il y a des intérêts, où il y a du calcul, où il y a de la négociation. Tout ça, c'est la question du métier. Oui, c'est ça. C'est la question du métier. Je vous citerai une lettre absolument extraordinaire de Machiavel, qui n'est pas la lettre du 10 décembre qu'on cite souvent, qui est une lettre qui est antérieure à cette lettre. Et Machiavel dit en substance au destinataire de la lettre, à Francesco Vettori, il lui dit la chose suivante. Il se trouve que moi, je n'ai pas réussi, je ne suis pas bon pour travailler sur l'arte della lana, donc le métier de la laine, qui est aussi la corporation des gens qui travaillent sur la laine. Et donc, j'ai travaillé sur l'arte dello Stato, le métier de l'État, qui n'est pas du tout une science de l'État, contrairement à ce que certains disent, qui n'est pas du tout un art de l'État, c'est le métier de l'État. L'État est un métier. Donc il y a une conjonction possible, tout est négocium en quelque sorte. Tout est négocium, la politique comme l'économie. Alors j'ai quand même encore une question, parce que vous avez parlé de 1494, c'est le moment où Savonarole, dominicain, est à son apothéose, enfin il prêche dans la cathédrale de Florence et il organisera ce qu'on appelle des bûchers de vanité. Alors vous connaissez ça mieux que moi. Moi, ce que j'en ai appris, c'est que quand même, il était très dur sur le profit, sur le commerce. Et d'ailleurs, on y brûlait des objets luxueux, des vêtements. Donc, c'est peut-être aussi un moment, non, de mépris, voire d'inquiétude. Mais il y a toujours une opposition à l'actualité, on pourrait le dire comme ça. Aujourd'hui, on voit bien, il y a une critique dure qui commence à poindre, qui s'impose contre le libéralisme et ses destructions et son offensivité. Donc, ça a toujours été le cas. Le mouvement hippie, c'était en réaction avec l'ordre établi, guerrier, commercial, etc. Donc, il y a toujours une opposition à chaque moment Et alors, parfois, l'opposition va prendre le dessus d'une certaine façon. Ça va être la réforme, par exemple, qui va engendrer le protestantisme et qui deviendra une force importante au sein du christianisme. À l'égard de tout ce qui est négociation au sens du commerce, du luxe, du profit, des intérêts, etc. Oui ou non, alors Oui, mais parce qu'en plus, c'est légitime. On sait que c'est pas... On s'épanouit pas là-dedans. On est contraint, nos pulsions nous poussent là-dedans à faire du business. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir être milliardaire, il a quelque chose, il a des pulsions, une sorte de moteur qui le contraignent à vouloir accumuler, à vouloir avoir du pouvoir, de la reconnaissance, bref, toute de la notoriété, etc. Mais c'est un mécanisme, c'est les pulsions qui sont aux commandes, c'est pas la raison. Et on sait
on le sait que c'est pas que c'est pas le plus épanouissant. Mais on est contraint là-dedans. C'est ce qui fait que l'humanité évolue grâce à ça, évidemment. Mais en même temps, c'est pas, si on avait les moyens, si ceux qui ont de l'ambition avaient les moyens de préférer l'osium, c'est-à-dire la contemplation, eh bien, ils le feraient. S'ils avaient le choix, un choix véritable, sans pulsion, le choix serait vite fait de passer une vie paisible, de contemplation, d'amitié, de rire, de joie, voilà, avec peu d'activités contraignantes. Et non. Jean-Louis Fournel. Oui et non, parce que il faut dissocier deux choses. Le type de rhétorique de la prédication qui conduit à ce que j'appellerais une radicalisation du discours et du propos, qui va dans le sens de ce que vous venez de dire. Hein. Mais pas toujours. Parce que très souvent, dans les sermons de Savonarola, il ne faut pas isoler, comme toujours, il ne faut pas isoler une phrase, il ne faut pas isoler un passage d'un sermon. Il faut lire les sermons les uns après les autres, parce que le sermon, c'est un dialogue continu, quasiment quotidien, avec la population, avec les citoyens. Et donc, on dit quelque chose de radical, et après, immédiatement, on le nuance en disant, bon, d'accord, là j'ai un peu exagéré, en fait ce que je vous demanderais, c'est plutôt de faire ça. Et mais les bûchers, c'est des actes quand même, les bûchers de vanité. Oui, les bûchers des vanités, vous savez, il y en a eu 2. Ah bon? Il n'y en a pas eu 20. J'adore les historiens. Il y en a eu 2. Un en février 97, l'autre en février 98. Par ailleurs, les bûchers des vanités, c'est pas du tout quelque chose qui est inventé par la Florence savonarolienne. Ah bon? C'est une tradition qui existe régulièrement et qui est une tradition, effectivement, qui est liée au fait du carnaval, à la conjonction entre le carnaval et le carême. Donc, et on brûle des écrits et des objets. On peut brûler des objets qui sont considérés comme des vanités, des représentations du luxe, en quelque sorte. Alors, entendez-vous bien, les bûchers des vanités sont une chose importante dans ce phénomène-là, mais qu'on doit moins lire comme une sorte de condamnation du luxe que comme une revendication de contrôle de l'espace citadin. Donc, le bûcher de vanité, oui, qui se fait sur la place de la Seigneurie, c'est une affirmation du contrôle des Savonaroliens sur l'espace citadin, d'une tentative de contrôle, qui marche ou qui ne marche pas d'ailleurs. Ça marche pas mal en 97, ça marche beaucoup moins bien en 98. Parce qu'un peu de richesse et d'opulence dans les cités républicaines, ça fait aussi partie de leur aura. Bien sûr. Peut-être là, je prêche le contraire. Même Savonarola, même les plus durs avec la richesse, sont fiers de ça. Bien sûr. Et puis, c'est un mécanisme. Une cité est en compétition avec une autre cité. On peut pas échapper à ça. Ça pourrait pas. Une cité de saints, entre guillemets, ou d'humains qui auraient basculé dans l'otium, c'est-à-dire dans la contemplation, ben, ils seraient pillés, ils seraient vulnérables. Donc, c'est pas possible. Dans le monde tel qu'il est, on est obligé d'être inclus dans la compétition. C'est ce qui fait que l'Europe aujourd'hui se bagarre comme elle peut avec l'Amérique. L'Amérique se bagarre comme elle peut avec les Chinois. Les Chinois se bagarrent comme ils peuvent avec l'Occident, les BRICS, etc., etc. Et c'est valable sur tous les continents. Et c'est valable pour tous les pays, pour toutes les régions, pour tous les départements, les villages, etc. On est dans ce mécanisme. On ne peut pas s'en extraire facilement, quoi. Sûr, mais il y avait une pensée économique savonarolienne. C'est pour ça que Savonarola qui fait partie. La perfection, elle doit arriver générale. C'est atteindre l'extase, qui est l'otium, en somme, la contemplation. Ça doit se faire de façon globale. Il faut que ça soit l'humanité dans son ensemble. Il peut pas rester un petit village de guerriers qui pourrait dominer tous ces contemplatifs. Donc, il faut bien que ça soit quelque chose qui soit général. De la famille Rucellai, qui écrit un traité d'économie. Donc, on n'a pas du tout un mépris pour l'économie, et la discussion, le débat dans les prédications sur les bancs de piété, par exemple, montre l'attention à cette question chez les Savonaroliens. Donc là aussi, on a constamment une négociation
une négociation avec la parole de l'autre. Il y a un système d'alliance qui se met en place, parce que le conflit génère des alliances. Voilà, ben on va arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces digressions, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec votre propre site ou avec vos espaces. Vous pouvez écrire des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, je vous remercie de votre présence.